Bienvenue dans cette nouvelle émission de Santé Plus et cette nouvelle saison de Santé Plus avec nous aujourd'hui, Louis Ambrecht. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, vous êtes surtout responsable de l'unité interaction virus-insectes à l'Institut Pasteur et vous allez nous parler aujourd'hui des maladies qui sont transmises par les virus et plus particulièrement par les insectes et qui donnent des maladies et des virus aux hommes et notamment Zika. Oui, tout à fait. Et en quoi consistent actuellement vos recherches à l'Institut Pasteur ? Alors, nous travaillons sur les interactions entre les moustiques et les virus qui transmettent à l'homme, un peu comme on pourrait s'intéresser à la maladie que le virus cause dans le corps humain. Nous nous intéressons à la maladie, entre guillemets, causée dans le corps du moustique, puisque le moustique est infecté au même titre que nous le sommes. Et il existe tout un ensemble de mécanismes moléculaires très compliqués qui, si on les comprend mieux, pourraient ouvrir la porte à de nouvelles stratégies de lutte qui interrompraient la transmission du virus par les moustiques. Et comment vous voyez qu'un moustique est infecté ? Comment le distinguer d'un autre moustique qui ne l'est pas ? Alors malheureusement, ce n'est pas à l'œil nu parce qu'un moustique infecté se comporte presque de la même façon qu'un moustique non infecté. D'ailleurs, ils sont capables, les moustiques, de supporter des charges virales, comme on dit, c'est-à-dire une quantité de virus qui se multiplie dans leur corps, beaucoup plus importante que nous ne le ferions. Ils sont infectés à vie, contrairement à nous, qui en général avons une infection aiguë. Et pour savoir si le moustique est infecté, il faut utiliser des outils moléculaires, soit détecter le génome du virus avec la PCR, la fameuse PCR, soit détecter on a vu avec effectivement les tests Covid. Voilà, ouais. Exactement. Et un peu comme pour les tests Covid, on peut aussi détecter des antigènes. On le fait avec les tests antigéniques pour le Covid. Et là, on peut détecter les antigènes du virus dans le corps du moustique avec, par exemple, de l'immunofluorescence, c'est-à-dire des anticorps qui reconnaissent les protéines du virus. Donc il y a différentes techniques assez standards qui existent pour savoir si le moustique est infecté ou non. Et on peut même aller plus loin et déterminer si le moustique est capable de retransmettre le virus. C'est-à-dire, est-ce qu'il a du virus dans ses glandes salivaires et est-ce qu'il peut l'émettre dans sa salive ? Et avec cette charge virale, en plus, s'il est infecté, il a du virus dans ses glandes salivaires, comme vous venez de le dire, peut-il infecter ? Combien de personnes peut-il infecter en les piquant ? Alors c'est difficile à mesurer, mais on pense qu'une fois qu'un moustique est infectieux, c'est-à-dire que ses glandes salivaires sont chargées de virus, il peut infecter toutes les personnes qu'il va piquer. Donc ça fait beaucoup. Il ne va pas épuiser son stock de virus. Et quelles sont les maladies ? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de Zika en vous présentant, mais il y a une grande quantité de maladies qui sont transmises par ces insectes, ces moustiques. Quelles sont-elles ? Alors, il y a effectivement de nombreuses maladies dites vectorielles qui sont transmises par un insecte vecteur et même au-delà des insectes par des arthropodes comme les tiques. Les moustiques étant de loin les vecteurs les plus importants pour la santé publique, le premier ou la première maladie vectorielle à laquelle on pense, c'est bien sûr le paludisme, qui est de loin celle qui fait le plus de ravages à travers le monde. En Afrique notamment ? En Afrique, avec plus de 220 millions de cas de paludisme par an, dont 600 000 décès. Mais en plus du paludisme, si on pense à l'Afrique, il y a les filarioses. Ce sont des maladies qui sont causées par des petits vers parasites. Il y a notamment la filariose lymphatique qui est causée par un ver qui lui est transmis par un moustique justement et qui cause 30 ou 40 millions de cas par an en Afrique. Il y a la filariose cutanée qu'on appelle l'onchocercose ou la cécité des rivières. Celle-ci est causée par un ver qui est transmis par une mouche, une petite mouche qu'on appelle la simuli, qui est également un grand problème et qui fait des dizaines de millions de cas par an, qui piquent aussi. Ce sont que des insectes hématophages, c'est-à-dire qui se nourrissent de sang. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une explication un peu scientifique ? Comment ça se passe ? Un moustique est infecté, donc il en a dans ses glandes salivaires, et comment ça se transmet comment il arrive à transmettre le virus et la maladie, en fin de compte, in fine ? Alors, on a tendance à commencer par l'infection chez l'homme, mais c'est un cycle où l'insecte hématophage, en prélevant un repas sanguin, va, s'il pique une personne qui a du virus ou du parasite dans son sang, prélever le pathogène dans son repas sanguin. Et une fois dans le tube digestif du moustique, le virus ou le parasite va coloniser les cellules du moustique, de l'insecte, puis se propager dans le reste du corps et gagner les glandes salivaires, d'où il pourra être réinjecté à un autre être humain lors d'une piqûre ultérieure.
D'accord, mais le virus arrive, c'est comme si on injectait le virus à un être humain. Donc le fait qu'il le pique, hein, le virus... Voilà, le moustique injecte le virus à l'être humain lors de sa piqûre parce qu'avant de prélever le sang, le moustique va injecter de la salive. C'est ce qui permet d'empêcher la coagulation de se produire trop rapidement. C'est ce qui nous démange après d'ailleurs, hein. Le bouton de moustique provient de la salive qui a été injectée au moment de la piqûre ou juste avant la piqûre, quand le moustique sonde la peau avant de trouver un capillaire où il va aspirer le sang. Il injecte cette salive qui contient toutes sortes de choses, et notamment quand le moustique est infecté, il peut injecter du virus. Donc là, on va parler d'une pathologie particulière qui est transmise par le virus Zika. C'est quoi cette maladie et pourquoi en Afrique il y a très peu de cas en fin de compte? Alors Zika, c'est un virus qui était quasiment inconnu jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Il était connu de quelques spécialistes obscurs parce qu'il avait été découvert en Ouganda en 1947. Donc il était présent en Afrique, effectivement. Ouais. Il est toujours présent en Afrique et c'est là-bas qu'on l'a isolé pour la première fois, à partir d'un singe sentinelle, un macaque, et dans la forêt de Zika, qui a donné son nom au virus. Qui a été infecté, ce singe. Voilà. Et c'est dans les forêts tropicales d'Afrique que ce virus est maintenu naturellement dans un cycle naturel qui implique des singes, enfin des primates non humains, et des moustiques de forêt. Mais si un moustique infecté par ce virus pique l'homme, un chasseur, un promeneur, quelqu'un qui s'aventure dans la forêt et qui va se faire piquer par un moustique forestier qui ne piquerait pas habituellement l'homme, le virus peut être introduit dans un cycle de transmission interhumaine. Et c'est ce qui s'est produit la première fois en 2007 en Micronésie, sur l'île de Yap, c'est dans le Pacifique. Et à ce moment-là, on a réalisé le potentiel du virus Zika à créer des épidémies parce qu'en 2007, il a infecté les 3/4 de la population de l'île. C'est une petite île avec une petite population, mais néanmoins, quasiment tout le monde a été infecté sur cette île. Heureusement, on a confirmé ce qu'on savait jusque-là, c'est-à-dire que le virus Zika crée une infection qui est bénigne chez l'homme. Déjà, 80% des infections sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes, et les 20% restants sont en général associés à des symptômes qui sont plutôt modérés, comme une éruption cutanée, la conjonctivite, une petite fièvre éventuellement, mais pas grand-chose. Néanmoins, on a découvert que le virus Zika avait un potentiel de nuisance beaucoup plus grand lorsque la taille des épidémies a augmenté. Et ça s'est produit dans les années 2013, au début dans l'océan Pacifique, puis 2015 quand il a été introduit en Amérique latine, et en 2016 ça a été l'explosion qui a mené d'ailleurs l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, à désigner Zika comme une menace de santé publique de portée internationale, parce que dans certains cas rares, l'infection à Zika est associée à des complications neurologiques comme le syndrome de Guillain-Barré. Là, on est en train de parler de 2 à 3 cas pour 10 000. Donc, c'est des événements rares. Mais néanmoins, quand il y a des millions d'infections, ça fait quand même beaucoup de gens qui présentent ces syndromes. Et également, ce qui avait fait les premières pages des journaux en 2015, les malformations congénitales associées à l'infection par le virus Zika pendant la grossesse, notamment pendant le premier trimestre de la grossesse, lorsque les malformations des enfants, la mère transmet le virus au fœtus. Voilà. On se souvient des images de microcéphalie, c'est-à-dire ces bébés qui naissent avec une tête plus petite que la normale, parce que leur maman a été infectée pendant sa grossesse avec le virus Zika et qu'elle a transmis le virus au bébé. Il n'y a pas moyen de s'en prémunir, parce que on explique effectivement qu'il y a des virus qui sont transmis la nuit, des pathologies la nuit et d'autres le jour. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas se faire piquer par ces moustiques et éviter d'attraper le virus? Alors la transmission du virus Zika, elle est quasi exclusivement par transmission vectorielle, elle est médiée par le moustique, sauf dans quelques cas de transmission sexuelle. On sait qu'on peut aussi transmettre le virus Zika à un partenaire sexuel, mais ça reste relativement mineur en termes d'épidémiologie. Donc, si on se concentre sur la transmission vectorielle, finalement, il suffit de ne pas se faire piquer par un moustique pour éviter. Mais comment faire puisqu'on a très peu d'outils pour se protéger des moustiques.
Donc, mis à part se protéger mécaniquement avec des habits longs, c'est-à-dire des manches longues, un pantalon, des répulsifs, etc., l'arme la plus efficace, finalement, c'est de se débarrasser des gîtes larvaires de moustiques, empêcher que les moustiques se développent autour de chez nous en éliminant toutes les sources d'eau, enfin, les récipients dans lesquels l'eau s'accumule. Et le moustique qui transmet Zika principalement, c'est un moustique qui pique pendant la journée, donc on ne peut pas dormir, dormir sous moustiquaire ne changerait rien à ce niveau-là. Mais néanmoins, c'est un moustique dont les gîtes larvaires sont des récipients artificiels. Ce n'est pas un moustique qui se développe dans des marécages ou dans des lacs ou des rivières. Ce sont de petites quantités d'eau qui typiquement vont s'accumuler dans une gouttière, dans un pot de fleurs, dans un pneu usagé laissé à l'abandon au fond du jardin, que les larves de ce moustique se développent. Donc si on élimine ces gîtes larvaires, alors on se débarrasse des moustiques et on n'a plus de problème avec le virus Zika. Mais dans la pratique, c'est très difficile de le faire de manière exhaustive. Le virus, est-ce qu'il est mortel? Parce que vous avez parlé tout à l'heure des effets sur les enfants. Est-ce que c'est un virus qui est mortel? Ouais. On peut dire non, parce que le virus ne tue pas ni les enfants qui sont atteints de malformations congénitales, ni les adultes qui sont atteints de complications neurologiques, même si ça doit arriver dans certains cas, dans des contextes très particuliers, de gens qui sont immunodéprimés ou de gens qui souffrent déjà d'autres pathologies. Mais contrairement au paludisme, le virus Zika ne tue pas, il n'a pas une mortalité associée. Donc pourquoi on s'y intéresse? Alors pourquoi c'est important d'éviter de se faire piquer, d'éviter d'avoir cette transmission du virus, puisqu'il n'est pas mortel et qu'il est beaucoup moins dangereux que d'autres virus transmis par les moustiques? Parce que même si la mortalité n'est pas très impressionnante par rapport à d'autres pathogènes transmis par les insectes, les cas rares de complications et notamment de malformations congénitales sont dramatiques. Et donc rien que pour ces situations-là, le virus Zika est vraiment un virus dont il faut se méfier. Et les personnes à risque sont-elles plus, enfin les personnes fragiles ont-elles plus de risque d'attraper ce virus ou pas? Ou ça dépend, est-ce qu'il y a des prédispositions? Exactement, ou bien peut-être certaines génétiques qui empêchent d'attraper le virus ou pas? Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde ou c'est différent selon les personnes? On ne sait pas à l'heure actuelle s'il existe des prédispositions génétiques, notamment à être infecté ou développer la maladie causée par le virus Zika. Néanmoins, on peut penser que c'est le cas puisque c'est vrai dans beaucoup d'autres situations similaires comme la dengue ou des virus apparentés. Et on sait, grâce à des travaux chez la souris, que le fond génétique, c'est-à-dire le patrimoine génétique de l'individu, va moduler effectivement la gravité des symptômes. Donc on ne le sait pas encore chez l'être humain, mais on a de bonnes raisons de penser que c'est probablement le cas aussi. Et vous parliez tout à l'heure de cette grande épidémie qu'il y avait eu en Amérique latine. Pourtant, il n'y a pas eu d'épidémie en Afrique et on peut penser même qu'il est né, ce virus, en Afrique, puisqu'on l'a découvert la première fois en Ouganda. Pourquoi ne se développe-t-il pas? Et tant mieux, mais pourquoi? C'est un grand mystère dont nous avons révélé il y a maintenant 2 ans une explication possible, parce que malgré la circulation intense du virus Zika en 2015 et 2016 en Amérique latine, il n'y a pas eu d'épidémie majeure documentée en Afrique à la même période, alors que le virus a dû être introduit un grand nombre de fois et que le vecteur moustique est présent en Afrique puisque c'est même son berceau d'origine. Et pour répondre à cette question, nous avons comparé différentes populations de moustiques qui venaient de différents endroits à travers le monde et nous avons constaté que les moustiques africains étaient moins permissifs au virus Zika que leurs cousins. Oui, puisqu'il s'agit d'une sous-espèce différente. En fait, l'espèce en question a 2 sous-espèces, la sous-espèce africaine et la sous-espèce invasive hors d'Afrique. Et ces 2 cousins n'ont pas du tout les mêmes aptitudes à transmettre le virus Zika. D'une part parce que les moustiques africains piquent moins préférentiellement l'homme, contrairement aux moustiques invasifs qui ont développé une préférence quasi exclusive pour le sang humain. Et de plus, les moustiques africains sont moins sensibles, c'est-à-dire qu'il leur faut une dose beaucoup plus forte de virus pour être infectés lorsqu'ils prélèvent le repas sanguin sur une personne virémique.
Et donc ces deux propriétés font que le risque épidémique est bien moins important en Afrique. Et c'est l'explication que je favorise pour justifier ce paradoxe de l'absence d'épidémie malgré la présence du virus et la présence du moustique. Et quand vous parlez d'épidémie, on sait que le virus Zika est présent en Afrique, mais une épidémie, ça a une certaine définition. Vous pouvez la donner? C'est arbitraire, mais souvent on considère qu'on ne parle pas d'épidémie en dessous de 30 cas. Et effectivement, en Afrique, mis à part une exception, qui est celle du Cap-Vert, en 2015 et 2016, il y a eu une épidémie assez importante de Zika aux îles du Cap-Vert. Il y a eu plusieurs milliers, je crois, environ 8000 cas de Zika documentés. Et mis à part cet exemple-là, il n'y a aucune épidémie qui a été officiellement détectée en Afrique. On sait que le virus circule puisqu'il a été détecté au Gabon en 2007, il a été détecté en Angola en 2016. On l'a aussi détecté rétrospectivement à l'aide d'études sérologiques, c'est-à-dire qu'on a analysé le sérum de personnes et en fonction de leur classe d'âge, qui étaient malades ou pas d'ailleurs, on a examiné les anticorps qu'ils possédaient dans leur sérum récemment et on s'est aperçu qu'il y a une classe d'âge qui possédait des anticorps contre Zika et qui correspondrait, selon les projections qui ont été faites, à une épidémie qui aurait eu lieu à la fin des années 90 au Mali. Donc on sait que le virus circule. D'ailleurs, il a été isolé en Afrique pour la première fois. Mais néanmoins, il ne cause pas ces épidémies. Et l'exception du Cap-Vert, elle illustre bien le fait que peut-être les zones où le virus a causé des petites épidémies qui n'auraient pas été détectées ou des régions où le virus pourrait dans le futur causer des épidémies importantes parce que les moustiques dans ces régions-là ne sont pas purement africains. Il y a un métissage qui existe entre les deux sous-espèces de moustiques, les moustiques invasifs et les moustiques africains natifs. Et ces hybrides naturels sont plus permissifs que les moustiques purement africains. Et c'est dans ces régions-là qu'on pense que le risque est plus grand qu'une épidémie de Zika ait lieu. C'est le cas du Cap-Vert, c'est le cas de l'Angola et de pas mal de régions du Sahel, comme le Mali. Donc il y a beaucoup d'exemples qui nous confortent dans cette idée que le moustique est celui qui détermine le niveau de risque d'épidémie à Zika. Donc il pourrait y avoir une épidémie, si vous donniez comme exemple tout à l'heure. Et comment la prévenir? Comment l'éviter? Si on sait que les virus, les moustiques changent, mutent, ou en tout cas sont plus permissifs, etc., comment l'éviter et comment prévenir la population contre cette pandémie? Alors c'est pas simple parce qu'il faudrait tout d'abord avoir une bonne connaissance des régions où les moustiques sont métissés. Donc il faudrait analyser le génome des moustiques pour déterminer à quels endroits il y a effectivement cette hybridation naturelle qui se produit. On commence à comprendre qu'en fait elle se produit dans les endroits notamment d'urbanisation. Parce que, dans les grandes villes. Dans les grandes villes, exactement, qui sont en expansion en Afrique. Et cette urbanisation, elle favorise les moustiques qui ont le caractère invasif, c'est-à-dire qui piquent l'homme, qui se développent dans des récipients artificiels au stade larvaire, et qui, il s'avère, sont aussi plus permissifs, plus sensibles à Zika. Donc il faudrait avoir une cartographie déjà de la composition génétique des populations de moustiques et à partir de là, cibler en priorité les régions où les moustiques ont un niveau de permissivité supérieur pour les éliminer de préférence. Bien évidemment, il serait idéal de pouvoir éliminer ou se débarrasser d'une manière ou d'une autre de tous ces moustiques à l'échelle du continent africain, mais on sait bien que ça c'est un peu irréaliste. Mais néanmoins, si ces régions où les moustiques sont plus permissifs pouvaient être ciblées en priorité, je pense qu'on ferait déjà des progrès de prévention. Voilà, après, il y a la sérologie, c'est-à-dire que les personnes ne savent pas forcément si elles sont infectées ou pas. Parce que vous disiez qu'on avait vu la présence d'anticorps, mais peut-être que les gens ne se sont pas aperçus qu'ils avaient été touchés par Zika. Donc c'est un peu compliqué, à moins d'être vraiment très malade, de savoir si on a été infecté ou pas, ou par un autre virus. Alors on peut faire des études de séroprévalence, c'est-à-dire cribler une banque de sérum qui aurait été collectée au hasard dans la population pour déterminer le niveau de séropositivité, c'est-à-dire la proportion de personnes qui ont des anticorps anti-Zika. Ça, quand ça a été fait, on s'est rendu compte que dans peu de régions d'Afrique, il y avait de séroprévalence élevée, c'est-à-dire que le virus Zika n'avait pas circulé au point d'immuniser une partie de la population, ce qui rend finalement les gens
immunologiquement vulnérables au virus. Mais peut-être qu'il faudrait le faire à plus grande échelle parce que pour l'instant c'est assez parcellaire. La connaissance qu'on a justement de la sérologie dans les populations africaines. Donc ça pourrait compléter effectivement le tableau de la surveillance des moustiques. Donc si on sait que les moustiques sont relativement permissifs et que les gens sont totalement naïfs, c'est-à-dire séronégatifs, ça fait deux facteurs à risque qui se superposent et c'est vraiment à ces endroits-là qu'il faudrait faire un effort supplémentaire pour prévenir la transmission. Et là, on parle de Zika, mais c'est le cas pour toutes les maladies qui sont transmises par les moustiques, par les insectes. Tout à fait. Et le moustique qui se transmet le virus Zika, il s'avère que c'est aussi le vecteur principal des virus de la dengue, du virus de la fièvre jaune, quand il se transmet dans la population humaine, et du virus chikungunya. Donc on ferait d'une pierre 4 coups quasiment, si on se débarrassait ou si on neutralisait en tout cas ce moustique particulier. Il faudrait qu'il y ait donc une volonté aussi peut-être de santé publique d'effectuer ces sérologies pour qu'on puisse identifier et peut-être anticiper une future épidémie et pouvoir la prévenir. Tout à fait. C'est des études qui sont compliquées à mener, qui sont relativement onéreuses. Et puis, il faut les renouveler régulièrement parce que la sérologie change au fil des ans, des naissances et des décès. Donc, c'est un travail continu à effectuer en toile de fond. Que vous faites notamment à l'Institut Pasteur, enfin avec... Oui, plusieurs équipes de l'Institut Pasteur sont impliquées dans des études de suivi épidémiologique, dont des enquêtes sérologiques pour évaluer ce genre de contexte. Parce que votre but aussi, vous parliez de vos travaux tout à l'heure, c'est aussi de prévenir et d'anticiper les futures épidémies transmises par les moustiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Institut Pasteur a noué un partenariat avec MSD Avenir pour financer justement ces recherches-là. Est-ce qu'on peut, comment c'est possible justement de prévenir, donc c'est par une meilleure connaissance, par des études, par l'analyse des moustiques Ça commence toujours par de meilleures connaissances, je dirais. D'ailleurs, c'est notre travail, dans mon laboratoire en tout cas, de produire ces connaissances qui sont à la source d'innovation en santé publique, parce que toute méthode de contrôle doit reposer sur un savoir solide. Et donc, ces connaissances, nous les produisons à l'aide d'études expérimentales. Donc, dans le laboratoire, nous imaginons des expériences qui nous permettent de mieux comprendre. Là, dans ce projet qui est financé par MSD Avenir, ce partenariat, ça consiste à comprendre la transmission du virus Zika en ayant récapitulé l'ensemble du système tripartite, puisque la transmission repose sur l'être humain, le virus et le moustique. Et nous avons reconstitué ce système dans un contexte expérimental, c'est-à-dire qu'on peut manipuler différents paramètres avec des moustiques, des virus, et en l'occurrence, ce sont des souris qui modélisent l'hôte humain. Et grâce à ce système, nous allons mieux comprendre ce qui est jusqu'à présent une boîte noire, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, et qui est la transmission de l'être humain vers le moustique et du moustique vers l'être humain. Parce qu'on se concentre beaucoup sur ce qui se passe dans le corps de l'être humain, on essaye d'éliminer le virus quand il nous infecte, avec des médicaments, avec un vaccin pour empêcher l'infection. Mais finalement, on peut aussi s'intéresser aux moustiques et essayer d'éliminer le moustique. Mais il n'y a pas de méthode qui existe à l'heure actuelle qui viserait à interrompre la transmission. Sachant que ce virus se transmet quasi exclusivement par l'intermédiaire du moustique, interrompre la transmission dit interrompre le cycle de la maladie. Donc ces recherches visent à comprendre à la fois dans l'hôte et dans le vecteur quels sont les paramètres biologiques qui vont favoriser ou défavoriser la transmission, dans les deux sens. Aussi bien les autres, ce sont les moustiques, ça peut être aussi les singes, comme on a vu les premiers qu'on avait identifiés, et les hommes, les êtres humains. Voilà. C'est ça. Et pourquoi certaines personnes sont des hôtes plus réceptifs, on va dire, sont plus piqués, sont plus sensibles à ces virus que d'autres? Parce qu'on l'a vu même avec le Covid-19, les virus ne touchent pas les personnes de la même manière. Est-ce que vous avez étudié ça pour Zika ou pour d'autres maladies transmissibles par les insectes? Alors, on sait par exemple que pour la dengue, il y a effectivement une composante génétique qui fait que certaines personnes ont un risque accru de développer une forme sévère de la maladie. On sait notamment que quand ça a été étudié à Cuba,
où la population finalement a à la fois des ancêtres européens et des ancêtres africains. Il y a tous les intermédiaires qui existent à Cuba. Il n'y a qu'à voir la gamme de couleurs de peau. À Cuba, c'est vraiment un gradient qui va de très clair à très sombre. Et parmi tous ces gens, on a pu étudier quel était le risque de dengue sévère en fonction de la proportion de gènes africains versus européens. Et il s'avère qu'avoir des ancêtres africains protège les Cubains contre les formes sévères de la dengue. Et on pense que c'est possiblement vrai pour le virus Zika, même si on ne le sait pas encore à l'heure actuelle. Mais comme je disais tout à l'heure, les études chez la souris confirment l'idée qu'il y a une composante génétique à la sensibilité au virus Zika. Chez le moustique, on a bien vu que 2 sous-espèces avaient également des degrés de sensibilité différents. Donc c'est quelque chose d'assez général en biologie, il y a de la variation, tout comme il y a de la variation aussi dans la probabilité d'être piqué par un moustique. Ça, tout le monde l'a expérimenté dans son quotidien. Si on met 2 personnes dans une tente qui font du camping, il y en a toujours une qui se fait piquer plus que l'autre. Et ça, on ne le comprend pas encore très bien, mais on sait qu'il y a des subtilités dans le cocktail de molécules que nous émettons, en plus du CO2 que nous dégageons et de la chaleur qui sont aussi des paramètres que le moustique perçoit. Il y a des différences subtiles de notre chimie et des volatiles que nous émettons qui font que les moustiques vont être attirés plus par une personne que par une autre. Donc la recherche va continuer pour répondre à toutes ces questions. Louis Ambrecht, vous êtes responsable de l'unité interaction virus-insectes à l'Institut Pasteur. Merci beaucoup et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Santé Plus.